Bon bah bonjour à toutes et à tous et merci d'être là déjà dès 10 heures du matin pour les rencontres de l'Esprit Critique 2025. C'était pas forcément évident d'arriver si tôt en plus avec les problèmes de transport, donc on est très contente de vous voir ici dans l'hémicycle. Donc je m'appelle Charlotte Barbier, c'est moi qui vais animer cette table ronde et pour être honnête, j'ai accepté du coup d'animer au pied levé hier soir voilà, à 18h50. Donc, on a fait un déroulé. On espère que ça ira globalement, mais s'il y a des petits cafouillages, c'est possible. Voilà, je m'en excuse d'avance. On est tous humaines. Hein, oui, mais voilà, on va jouer dans la transparence. Alors, donc aujourd'hui, on est là pour parler des traitements médiatiques des violences faites aux femmes. Donc, c'est un sujet finalement qui est de plus en plus médiatisé. On a une médiatisation de plus en plus forte. On sent que c'est aussi un sujet de plus en plus important dans la société, notamment quand on fait le lien avec les mouvements MeToo. Et ces violences faites aux femmes, quand on les médiatise, on remarque que c'est souvent fait sous le prisme d'affaires. Là, récemment, on a eu l'affaire Mazan avec Gisèle Pellicot, qui a été droguée par son mari, qui ensuite l'a fait violer par des hommes pendant des années, une affaire absolument sordide. On a eu aussi beaucoup d'affaires qui ont entouré des hommes puissants, connus. On a eu l'affaire PPDA, on a l'affaire Gérard Depardieu. Dans le monde de la vulgarisation, il y a eu l'affaire Léo Grasset. Donc on voit que c'est souvent autour d'affaires, d'ailleurs, qu'on a de la médiatisation. Et c'est des sujets qui donnent quand même lieu à des polémiques, à des débats houleux sur les réseaux sociaux, à des réactions des fois un peu violentes, pas très apaisées, pas très critiques non plus. Et la manière dont ces sujets ils sont traités, c'est quand même un sujet à la fois important, mais aussi un sujet important pour les questions d'esprit critique, puisque ça nous permet de questionner nos représentations, ça permet de questionner des phénomènes de société, de voir comment on en parle. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est dit que c'était une bonne idée de venir en parler aux rencontres de l'esprit critique avec 3 intervenantes aujourd'hui, Pauline Bouty, Lou Girard et Jade Bogéry, qui est avec nous à distance. Je vais vous laisser vous présenter l'une après l'autre. Lou, si tu veux commencer. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Lou Girard, je suis secrétaire national de l'organisation de solidarité trans au conseil d'administration du planning familial de l'Isère et l'actuelle présidente de la fédération des associations sceptiques en France. Donc je suis présenté sous... j'étais présentée comme étudiante en chimie, je ne fais plus de chimie et du coup je parle aujourd'hui pas en tant qu'ancienne chimiste mais bien en tant que militante féministe dans différentes associations. Merci Pauline. Oui, bonjour, alors Pauline Bouty. Moi dans la vie de tous les jours je suis professeure d'anglais au collège-lycée, en particulier en lycée technologique. Et sinon je suis également vulgarisatrice sur YouTube où j'ai une chaîne qui s'appelle La Malbiaisée, où je parle entre autres de féminisme et de l'histoire des luttes sociales sous un prisme un peu esprit critique, pour questionner notre façon de réfléchir à ce qui s'est passé et ce qui se passe actuellement dans les luttes sociales. Alors, je vois qu'on n'a plus Jade. Est-ce qu'elle a disparu? Non, je suis là. Et donc, Jade, est-ce que tu peux te présenter toi aussi? Oui, donc je m'appelle Jade Bourgerie, je suis journaliste d'investigation spécialisée en violences sexistes et sexuelles. Actuellement, je travaille dans un média qui s'appelle La Lettre du musicien, qui est un média spécialisé dans le monde de la musique classique. Et il y a beaucoup de violences sexistes et sexuelles dans ce monde-là. Et j'ai travaillé à Toulouse à Médiacité, à Mediapart également, et je suis la cofondatrice du média féministe qui s'appelle Potiche, qui est un média d'actualité politique et féministe. Eh ben, super, donc on sait bien, on va avoir possiblement 3 angles différents en fait aussi sur ces questions, donc c'est aussi, ça va, j'espère, enrichir toutes nos discussions. Et donc j'aimerais bien d'abord qu'on cadre un peu ce sujet, puisque là on est en train de parler de violences faites aux femmes. Jade, tu as parlé de VSS, les violences sexistes et sexuelles, et donc de quoi est-ce qu'on parle exactement quand on parle de violences faites aux femmes? Est-ce que ça vous va si je définis femme? Vas-y. Alors du coup, qu'est-ce qu'une femme? Question à 1000 euros. Et dans quoi est-ce que ça va s'insérer? Donc il y a plein de définitions de femme. C'est un terme qui est très polysémique, donc il y a plusieurs définitions. Mais dans le cadre de l'analyse des violences, et donc dans une analyse, on va dire, du patriarcat, donc un système qui va de manière générale violenter à l'échelle d'un système entier les femmes,
On va s'intéresser du coup à des analyses plutôt matérialistes, des analyses plutôt sociologiques. Et dans ce cadre, on va du coup avoir une définition de femme qui est penchée sur les conditions. C'est-à-dire qu'on ne va pas définir femme comme une sexuation biologique, on ne va pas définir femme comme une identité, au sens de l'identité du genre, mais on va bien définir femme comme des gens qui subissent certaines conditions, en l'occurrence le sexisme, en l'occurrence les violences, et plus particulièrement l'exploitation des hommes. Et de ces conditions... Pardon. Là, tu as utilisé donc le terme patriarcat. Je ne sais pas si tout le monde en fait, sait exactement ce qu'on met derrière ce mot qui peut paraître un petit peu universitaire, qui peut faire un peu peur. Est-ce que tu pourrais le définir un peu, ce qu'on entend par patriarcat ? Oui, alors le patriarcat, c'est un système social qui va hiérarchiser deux groupes sociaux, donc les hommes et les femmes, donc au sein d'une catégorie, donc qui va venir organiser l'exploitation économique du travail domestique des femmes, entre autres, leur oppression, et qui va venir sanctionner toute personne qui va sortir des normes qu'elle crée. Donc par exemple, une norme créée par le patriarcat et les femmes sortent avec des hommes, et inversement. Donc toute personne qui sort de ce carcan va être sanctionnée immédiatement par le patriarcat. C'est ce qu'on appelle l'homophobie. Et bah, du coup, au sein de ce système, on va avoir des violences faites aux femmes, et j'imagine que Jade, tu vas nous en parler. Ou Jade, ou Pauline. Pardon. Comme vous voulez. Vas-y Pauline, si tu avais... Déjà, je peux peut-être commencer par... Aujourd'hui, le titre, c'est les violences faites aux femmes. Donc quand on parle de VSS, violences sexuelles, c'est vrai que souvent, nous, aujourd'hui, on va beaucoup féminiser la victime, parce que c'est le plus souvent les femmes qui en sont victimes, et masculiniser les auteurs, puisque le plus souvent, ce sont des hommes qui sont les auteurs des VSS. Mais il y a des personnes de tout genre qui sont victimes de violences, violences conjugales, violences liées aux violences sexuelles, globalement agressions sexuelles, viols. Donc, il ne faut pas l'oublier, ça. Donc, aujourd'hui, on va vraiment avoir une certaine binarité pour une simple raison aussi, c'est que les statistiques qu'on a aujourd'hui dans la recherche sur ce sujet-là sont très binaires. Il y a très très peu d'informations sur les personnes qui ne rentrent pas justement dans ces cases très patriarcales et binaires de hommes-femmes. Donc on va parler effectivement des femmes trans parce qu'il y a des affaires de femmes trans qui se font agresser, violer, mais on va avoir très très peu de chiffres vraiment précis sur tout ce qui ne rentre pas dans cette binarité. Voilà. Et justement, tu t'enchaînes déjà sur une autre question qui est quelle forme elles prennent ces violences. On a parlé là de violences économiques, là tu as parlé par exemple d'agression, de viol. Est-ce qu'il y a d'autres formes de violences, qui soient privées ou bien publiques ? Alors, ce qu'on entend déjà par VSS, violences sexistes et sexuelles, très souvent, ce qui va nous venir en premier en tête, c'est les viols et les agressions sexuelles. Parce que c'est le plus terrible, on va dire, entre guillemets, pour beaucoup de gens. L'imaginaire, c'est vraiment ce qu'il y a de beaucoup plus grave dans tout ce qui peut arriver, et aussi ce qui est beaucoup plus représenté. On parle également de temps en temps de violences conjugales, donc des personnes qui sont battues ou qui sont violentées psychologiquement, et encore la violence psychologique est très très peu médiatisée. Mais effectivement, ça prend différentes formes. Ça peut être du harcèlement au travail, ça peut être énormément de choses. Est-ce que Jade, tu voulais ajouter quelque chose ? Oui, par rapport justement à cette médiatisation des violences et qui va sans doute un peu englober tout le sujet de cette table ronde, c'est que ce sont toujours des violences, surtout les violences psychologiques, pour lesquelles il est très difficile de trouver des preuves et qui non seulement sont moins traitées dans les médias, mais aussi moins traitées dans la justice, parce qu'il est plus difficile de trouver des éléments attestant de ces violences-là. Voilà. Mais justement, je rebondis là-dessus, tu as parlé de médias, donc là on va surtout parler de traitement médiatique de ces violences, et donc qu'est-ce qu'on entend par médias exactement ? Est-ce que les médias c'est seulement la télé ? Est-ce que c'est seulement la presse ? Alors les médias de manière très générale, c'est un moyen de diffusion d'informations. Voilà, il peut prendre différentes formes, ça peut être de la presse écrite, ça peut être de la radio, ça peut être de l'image. Il est présent un peu partout, je vous apprends rien, il y a des médias papier, on peut regarder la télévision, écouter la radio, mais il y a aussi Internet qui, depuis une dizaine d'années, prend de plus en plus de place dans le champ médiatique. Donc ça peut être tout aussi bien YouTube que des pure players type sites qui sont uniquement sur Internet. Ok, et en quoi le rôle des médias il est important ? Parce que
C'est vrai que lorsqu'on parle de toutes ces affaires de violences sexistes et sexuelles ou de violences faites aux femmes, en fait, il va y avoir des personnes qui vont considérer que ça relève avant tout du privé, en fait, que ça ne nous regarde pas, ou bien que c'est avant tout, ça relève du domaine de la justice, du juridique, et donc que, en tant que citoyenne et citoyen, on n'a pas forcément besoin de savoir tout ça, que ce serait peut-être un peu sordide d'aller chercher là-dedans. Toi, qu'est-ce que tu en penses ? On a souvent tendance à dire que les médias, c'est le 5e pouvoir. Il a un vrai rôle à jouer dans la société. Il s'inscrit avec elle. Des fois, il va un peu plus vite que d'autres instances, type le politique ou le judiciaire. Mais le plus souvent, il essaye d'être en accord avec ce qui se passe en ce moment dans la société. Et il est essentiel de traiter ces affaires qui ne relèvent pas de la sphère privée pour la plupart. Parce qu'elles sont le symptôme d'une société qui est malade, que je considère comme malade et qui met à mal la moitié de sa population, donc les femmes, avec le terme générique qu'on a employé en début de table ronde. Et quand un média traite d'une affaire de VSS, c'est qu'il relève de l'intérêt public, donc il y a un intérêt à traiter cette affaire. Généralement, on le voit avec des personnes célèbres qui peuvent, uniquement dans la sphère privée, avoir une véritable impunité sur ce qu'ils font. Et le rôle des médias, c'est aussi de remettre au centre de ces affaires la parole des victimes, la place des victimes, et de donner à voir au public ce que des personnalités connues et qui ont beaucoup de pouvoir sont en possibilité de faire et qui n'ont pas le droit de faire légalement. Et puis pour rebondir là-dessus, si ça devait rester dans la sphère privée, il y a un truc très simple, c'est que ce qu'on ne voit pas n'existe pas. Si on n'en parle pas, les gens ne peuvent pas savoir que ça existe. Et si on regarde l'évolution justement du traitement des VSS dans l'histoire récente, à chaque fois qu'il y a un bond vers du positif, vers le fait de mieux comprendre et mieux appréhender ces violences, à chaque fois c'est lié à un média qui a pu parler d'une affaire. C'est souvent une affaire très, très symbolique. On a eu l'affaire Maznev qui a fait parler des violences faites à des enfants. On a eu, je crois que c'était un livre pour PPDA, je sais plus. C'est Florence Porcel qui a parlé, en tout cas en premier. Elle a notamment fait un livre aussi, La Honte, mais elle en a d'abord parlé dans les médias, je crois. Voilà, mais on a ce livre et cette intervention dans les médias. On a eu la médiatisation de l'affaire Mazan récemment. On a l'affaire Depardieu qui était partout après la publication d'un reportage, et à chaque fois qu'on grappille une petite marche vers du mieux, en fait, c'est lié à des affaires dont on parle, parce qu'en fait, les gens n'imaginent pas que un agresseur, un violeur, ça peut être votre voisin, ça peut être n'importe qui, votre frère, votre oncle, ça peut être quelqu'un de super sympa au travail, mais qui à la maison bat sa femme, ça peut être n'importe qui, parce qu'on a cette représentation qui est assez ancienne du fait que l'agresseur, ça va forcément être un monstre. Et justement, entre guillemets, médiatiser, rendre plus humain l'auteur et les victimes, c'est pas simplement la victime qui est restée par terre et qui est morte, parce qu'on a tendance à dire la bonne victime, c'est celle qui est morte. Parce que celle qui essaye de se défendre, elle se défend jamais comme il faut. Donc il faut en parler, c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Si on n'en parle pas, on ne peut pas avancer. Je rebondis un petit peu là-dessus, je me permets, je ressors de mon rôle, où c'était d'ailleurs une critique féministe qu'on a vue de l'affaire Mazan, c'était que Gisèle Pellicot, c'était un peu une victime parfaite, puisqu'on se retrouvait donc face à cette femme qui est retraitée, qui a été droguée contre son gré, violée alors qu'elle ne le savait pas, donc il y a une horreur terrible, mais aussi où on se dit, il n'y a aucune ambiguïté en fait, dans cette affaire, alors qu'on a plein d'affaires où justement, on va dire qu'on n'a pas une victime parfaite parce que, disons par exemple que la victime est allée à un rendez-vous galant, elle a suivi un homme dans une chambre d'hôtel. Florence Porcel. Hein. Voilà, exactement. Et donc on va lui dire mais pourquoi, dans ce cas-là, elle a eu un comportement ambigu, pourquoi elle parle plus tard. Et donc forcément, on va avoir des traitements un peu différents. Mais je pense qu'on va revenir là-dessus sur la fin de la table ronde. J'avais une autre question justement pour Jade. Oui, vas-y. Si je pouvais juste rebondir sur ce que disait Pauline en disant, quand elle dit j'irai plus loin que la bonne victime, elle est morte, parce que même quand elle meurt, elle n'est pas bonne victime. On l'a vu avec Trintignant et Quentin. Marie Trintignant, elle en est morte, et pour autant, elle était la pire des victimes parce qu'en fait, elle était peut-être un peu colérique, elle était peut-être un peu ceci, un peu cela. Et donc même quand les femmes décèdent sous les coups des hommes, elles ne sont jamais assez bien victimes pour la société. Et je me disais, toi, du coup, en tant que journaliste, tu
En fait, du coup, tu es au plus près de comment on peut parler de ces affaires et aussi d'un point de vue professionnel, déontologique. Je me demandais quelles sont les règles qui entourent du coup, le traitement des violences faites aux femmes. Donc, est-ce qu'elles sont formalisées? Est-ce qu'elles sont plutôt implicites? Et puis, c'est quoi leur raison d'être? Pourquoi on a des règles qui entourent cette manière d'en parler? Alors, il n'y a pas de règles à proprement parler. Le journalisme s'apprend sur le tas, comme beaucoup de professions. On a beau faire des écoles, c'est seulement en pratiquant qu'on apprend. Disons que je peux parler des règles que moi-même je me suis posées et de la déontologie que je me suis créée en plus de celles qui existent de manière assez claire dans les textes de loi. Voilà. Mais disons que pour bien traiter une affaire de VSS, ce que j'espère faire, c'est avant tout respecter la parole de la victime. La croire. De toute manière, si je traite le sujet, c'est que je la crois et c'est que j'estime que cette affaire elle a besoin d'être traitée. De respecter la volonté de la victime si elle souhaite rester anonyme, parce qu'on se confronte beaucoup à ce type d'enjeu, ce qui peut d'ailleurs amener des conséquences derrière, on pourra en reparler, de l'anonymat dans les cas de VSS, et d'être surtout le plus rigoureuse possible. Parce que traiter une affaire de VSS, c'est pas uniquement donner la parole. Parce que quand on donne la parole, quand on fait un traitement, quand on fait un article sur un viol ou une agression sexuelle ou plusieurs, il faut s'assurer que l'article soit parfait. Parfait parce que c'est jeter au feu déjà une victime avec le risque de ne pas avoir un parachute assez lourd si on n'a pas bien fait le travail d'enquête. C'est-à-dire vérifier tous les éléments qu'elle nous a donnés, ce qui ne veut pas dire qu'on ne la croit pas, mais c'est-à-dire avoir un article le plus solide possible pour s'éviter des risques de diffamation. Voilà, mais donc donner à voir au public une enquête qui est carrée. Si une victime dit que ça m'est arrivé pour une affaire, que dans les années 90, elle est allée chez un gynécologue quand elle avait 14 ans parce qu'elle a été forcée par le directeur qui l'a violée ponctuellement, et mon travail, c'est d'essayer de retrouver cette gynécologue qu'elle a vue dans les années 90. Ce que je fais pour pouvoir essayer, et la gynécologue confirme qu'effectivement, elle a vu cette fille quand elle avait 14 ans. C'est plein de petits éléments qui permettent d'apporter de la solidité. Et ensuite de ça, il y a un élément qui est important, qui est ce qu'on appelle le contradictoire. Et donc qui est de contacter la personne visée dans l'article, donc généralement l'agresseur présumé, pour le confronter au récit de la victime, à ce qu'elle aborde, au fait qu'en tant que journaliste, on a pu récolter et lui donner la place de pouvoir se défendre. Et à partir de tous ces éléments-là, je considère qu'on peut avoir une enquête qui est bien faite, et qui est importante pour aller un peu plus loin dans la deuxième question, qui est importante pour garder une crédibilité pour la victime et pour le média qui publie cette enquête-là. Okay. Et donc là, tu as parlé un peu de l'anonymisation. Et donc, je me disais, cette anonymisation, elle protège qui? Est-ce que c'est avant tout pour protéger le média? Est-ce que c'est pour protéger la victime? Est-ce que ce serait pour protéger l'agresseur? J'imagine pas. Mais voilà, donc il y a ces genres de règles que toi, tu essayes de suivre. Voilà, quelle est leur raison d'être? L'anonymat, il est important pour les victimes essentiellement, pas pour le média ni pour l'agresseur. L'anonymat, il est important surtout quand c'est des victimes... vu que je traite beaucoup en ce moment dans le milieu de la musique classique, c'est un tout petit milieu, tout le monde se connaît énormément, il y a des grandes formes de précarité avec beaucoup d'intermittents et d'intermittentes. Et donc risquer de donner son prénom et son nom dans une affaire de VSS, c'est de se voir accoler pendant très longtemps auprès du secteur cette image de victime de viol ou d'agression sexuelle. Ce qui est difficile, et puis on est dans une société qui a encore du mal, enfin qui n'est pas non plus hyper avancée sur les sujets des VSS, et qui peuvent voir de manière négative le fait de parler dans la presse et de critiquer un chanteur, un musicien, un politique. Donc cet anonymat, il est important pour ça. Et voilà, mais je crois que tu avais une deuxième question en plus. Non, je pense que ça répond globalement à ma question. Okay. Et justement, j'allais rebondir, justement, quand là, on est vraiment dans la question de comment on en parle, de ce que les journalistes en font. Je me demandais, vous, Lou et Pauline, en tant que militantes féministes, quels problèmes vous voyez de façon commune dans la manière dont les violences faites aux femmes sont présentées dans les médias?
En fait, moi, un problème qui me saute aux yeux, c'est la représentation médiatique raciale qui est faite de ces questions. C'est-à-dire qu'il y a une réelle différence entre les femmes qu'on reçoit par exemple au planning familial de l'Isère et celles qui sont mises en avant dans les médias. C'est-à-dire que les victimes de violences sexistes et sexuelles, c'est des femmes de tous horizons. Des femmes issues de l'immigration, des femmes riches, des femmes travailleuses, des femmes trans, et celles qu'on va montrer dans les médias, ça va être systématiquement des femmes blanches, généralement plutôt riches, et surtout celles qui ont été agressées par des migrants ou des mecs racisés. Et en fait, ça sert un agenda. C'est-à-dire que montrer uniquement des violences sexuelles quand elles sont commises par des personnes racisées, c'est pour essayer de créer un narratif qui court, un narratif qui monte de plus en plus dans les discours politiques, notamment à droite, mais malheureusement pas que. Où en fait il y a la femme blanche qui est pure, la française qui est attaquée par le migrant, par l'étranger. Sauf que c'est pas ça. La vérité des viols, la vérité des violences, c'est que c'est pas des étrangers au fond d'une ruelle sombre. La vérité des violences, c'est que c'est des maris, c'est que c'est des pères, des frères, des grands-pères, des oncles. C'est pas dans une ruelle sombre, c'est au domicile familial, en plein jour, des fois devant d'autres personnes. Et pourquoi est-ce qu'on voit ça ? Pourquoi est-ce que sont mis en avant uniquement certaines VSS, certains faits divers ? Et pourquoi cet angle-là ? C'est assez simple à comprendre. C'est parce qu'il y a des intérêts à faire monter des narratifs racistes. Et aucun intérêt vraiment porté au féminisme ou à une quelconque volonté de dénoncer les violences faites aux femmes. Non, non. L'idée, c'est de dire, oui, c'est les Noirs et les Arabes qui violent nos blanches. C'est un narratif qui est notamment issu des médias qui sont tenus par la droite et l'extrême droite. Je pense à l'Empire Bolloré, je pense à Drahi, même si on voit aussi ça sur le service public, qui est lui non plus pas neutre. Je vais juste rebondir sur un petit peu de statistiques. Alors, je ne vais pas avoir les chiffres exacts, mais on ne peut pas faire de statistiques ethniques en France, c'est interdit. Par contre, on en a qui nous viennent des États-Unis. Aujourd'hui, on sait qu'une personne noire sera très souvent, si elle est victime de VSS, victime par une personne noire, et une personne blanche sera victime de VSS par une personne blanche. Globalement, ce type de crime se passe plutôt à l'intérieur du cercle ethnique, pour une simple raison, c'est comme l'a dit Lou, c'est que très souvent, ça se passe au sein de la famille, du cercle très rapproché. Je crois que les chiffres, c'est du 90% que ça se passe dans les familles. Donc voilà. Après, un autre problème qu'on a, sans parler de l'agenda politique qu'il y a dans certains médias de droite, voire d'extrême droite, de vouloir racialiser le problème des VSS, c'est simplement la façon dont on parle. Jusqu'à très récemment, on n'avait pas de mots pour parler de ça, on parlait de crimes passionnels, d'affaires de mœurs, etc. Aujourd'hui, on a le terme féminicide qui est né. C'est assez récent. La première fois que ça avait été utilisé dans un média en France, c'était pour parler d'une affaire à l'étranger. Ça a été utilisé par une journaliste pour parler d'affaires d'agression et de viol en Amérique latine. Et c'est un terme qui s'est démocratisé après l'affaire MeToo. Globalement, il y a eu le MeToo. Et on a commencé à vouloir, dans les milieux féministes, pousser l'utilisation de ce mot, puisque l'intérêt de ce mot, de ne pas parler d'homicide, mais vraiment de féminicide, parce qu'une femme qui se fait tuer dans le cadre d'un féminicide, c'est une femme qui se fait tuer parce qu'elle est femme. C'est pas juste elle s'est fait tuer, c'est vraiment elle se fait tuer à cause de son genre. Donc c'est intéressant de voir que grâce à différentes affaires, on a un vocabulaire qui se crée et un meilleur respect des victimes dans les médias. Et je parle vraiment de médias mainstream, parce que c'est vrai qu'on a dit que les médias, ça était plein de choses. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on en vient à critiquer les médias, on critique plutôt les médias de masse. Ça va être la grosse chaîne de télé, BFM, ça va être CNews, ça va être les grosses radios, ça va être les journaux papier très connus, que ce soit Canard Enchaîné ou je sais pas, Figaro. J'essaie de prendre à gauche et à droite, excusez-moi. Voilà, on va assez peu parler de comment on en parle, par exemple dans le cinéma, puisque le cinéma est un média. Aujourd'hui, on va peut-être le mettre un petit peu de côté, parce que c'est particulier, même s'il y a eu une évolution également en bien.
heureusement. Il y a également des livres qui sortent, mais globalement, c'est la critique que moi je formule sur comment on parle des VSS. Ça va vraiment être dans ces médias de masse ou dans les médias locaux. Et je pense que Jade pourra mieux expliquer la différence qu'il y a entre un média local et un média à grand public, un média national, justement. Oui, effectivement, tu fais bien de le souligner parce qu'il y a, en fonction du type de média, il y a un traitement différent des VSS et disons que la presse locale, dans ce qu'on appelle dans le jargon la PQR, la presse quotidienne régionale, on va avoir des journaux comme La Dépêche, ici, Le Sud-Ouest, Midi-Pyrénées, La Voix du Nord, Ouest France, qui sont des médias qui diffusent de manière locale, donc pour La Dépêche, toute la région de Toulouse et de l'Occitanie, et des médias nationaux qui sont diffusés partout en France, donc Le Monde, Libération, Le Figaro, enfin voilà. Et en fonction du média qui traite des VSS, même si ça évolue un petit peu, mais c'est beaucoup plus lent, il y a une vraie différence entre la PQR, donc les journaux locaux, qui vont traiter ça sous le prisme du fait divers, à l'inverse de la presse nationale qui déjà traite des affaires sous différents angles, donc avec généralement plus de victimes ou des agresseurs connus ou des faits particulièrement dramatiques, mais le traitement n'est pas le même. Donc ça, c'est assez important, effectivement. Et là où je trouve que effectivement, il y a ce problème comme le disait Lou, c'est les Noirs qui violent les Blanches. C'est ce qu'on retrouve beaucoup dans la presse quotidienne régionale, plus que dans Le Monde ou Libération, où ce traitement est quand même assez absent des gros médias nationaux. Et l'une des raisons pour lesquelles il y a vraiment un traitement différent, on va dire que c'est que dans la presse quotidienne régionale, on a plus tendance à avoir des journalistes qui sont installés depuis 10, 20, 30 ans. Et donc ça fait bien longtemps qu'ils n'ont pas été dans une école de journalisme, et il se trouve que l'éducation aux médias dans les écoles de journalisme a évolué aussi avec son temps, et la manière dont elle forme les jeunes journalistes actuels permet aussi d'appréhender de manière disons plus en phase avec la société ces sujets-là. Et puis il y a aussi le fait que malheureusement ce sont des affaires qui intéressent peu les lecteurs, sauf sous l'angle du sensationnel. Mais quand on parle de quelque chose de systémique, on détourne le regard et on n'a pas trop envie de se regarder en miroir quand on lit une affaire de VSS. Il y a ça qui joue aussi énormément, et les médias ont un rapport assez pécunier aussi à l'information, parce que il faut vendre des journaux, il faut vendre de l'information, et tout ça passe aussi par là. Du coup, si je fais un peu un résumé, donc on a d'un côté des affaires qui vont toucher plutôt des hommes puissants, des hommes connus, où là, on va plutôt avoir donc des hommes qui sont souvent des hommes blancs, et puis dans la presse plutôt locale, des affaires qui sont traitées comme des faits divers, où on va souvent avoir ce schéma d'une femme blanche et puis un homme qui est racisé, qui est étranger, qui serait l'agresseur. Et donc, ça donne aussi cette vision que les violences, ce seraient des cas exceptionnels à chaque fois. Et finalement, c'est peu traité comme un sujet systémique, un sujet hyper commun. Vous l'avez donné, ce chiffre qui est de 85 à 90% des victimes qui connaissent leur agresseur. Là, on a beaucoup dit le cercle de la famille. Il y a aussi tout simplement le petit ami, le mari. Ça aussi, l'idée qu'un mari puisse violer son épouse pendant longtemps, on a eu du mal à l'admettre parce qu'on considérait que la sexualité était un dû. Et puis, j'ai l'impression que de plus en plus, on arrive à reconnaître que le viol conjugal, ça existe et c'est un problème. Donc on voit quand même au moins une évolution peut-être aussi dans les traitements de certains sujets. Et donc je me demandais si vous aviez aussi des exemples de bons traitements de ces questions des violences faites aux femmes. Jade, je ne sais pas si tu as des idées. Je ne vais pas prendre les plus récents, type Mazan, parce qu'en plus, il y aurait beaucoup à redire. Moi, j'avais gardé un peu en tête l'affaire tu en parlais en introduction, du youtubeur Léo Grasset, qui était une enquête qui était sortie dans Mediapart et qui... pour le coup, je trouve que... Et je prêche pas pour ma paroisse seulement, mais je trouve que Mediapart traite particulièrement bien ces affaires-là aussi. Oui, donc j'avais en tête plutôt Léo Grasset.
Je vais rebondir là-dessus. Juste, en plus, on n'en avait pas parlé, parce qu'on n'avait pas pris l'exemple de Léo Grasset quand on s'était préparé. Ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où l'affaire est sortie, ça a fait grand boom, parce que c'est impressionnant comme affaire, c'est énorme. Et on dirait que tout le monde, alors là je parle en termes de youtubeuse, hein, entre guillemets, tout le monde était au courant dans YouTube. Il y avait des gens qui étaient au courant, mais il y a une chose qu'on oublie régulièrement dans le traitement des VSS, c'est que quand on n'est pas la victime, on n'a pas à parler à sa place. Et je sais qu'il y a des personnes qui étaient au courant, qui n'ont pas parlé parce que la victime leur a dit « je ne veux pas en parler pour le moment ». Et c'est important de respecter la parole des victimes. Je pense que Jade l'a déjà dit. Le plus important, c'est de protéger la victime. La victime n'a pas forcément envie d'en parler, elle n'a pas forcément envie de porter plainte. Il y a plein de choses. Elle a peut-être envie de rester anonyme, peut-être pas. Peut-être qu'elle a envie d'en parler dans les médias. C'est son choix. Et c'est important de le respecter. Est-ce que Lou, tu voulais ajouter quelque chose ? Non, je suis parfaitement d'accord avec Pauline. En fait, quand on est une femme et quand on se met à traîner dans différents milieux, que ce soit l'université, que ce soit YouTube, que ce soit Twitch, que ce soit le milieu associatif, en fait, assez rapidement, il y a d'autres femmes qui vont venir vers nous et nous dire « attention à celui-là, passe pas la nuit chez lui, reste pas seul avec lui, parce que il a des bails au cul, voire c'est un violeur. » Et en fait, on ne sait pas. Et en fait, on ne savait pas, maintenant on le sait, et on ne dit rien. Et genre, à l'heure où je vous parle, moi j'ai des noms de violeurs que je ne dirai pas et que je ne dirai pas à personne, qui m'ont été dits juste pour me protéger, et les victimes ne veulent pas que ça se sache. Mais en fait, toutes les femmes, ou presque, le savent. Et elles se protègent comme ça entre elles. C'est pas un dû de le donner, et certainement pas aux dépens de la victime. Et donc là, justement, si je peux rebondir là-dessus, je me retrouve souvent confrontée à effectivement des cas où j'ai des noms qui passent de personnalités connues. On dit bah oui, mais tout le monde le sait pour lui, tout le monde le sait. Et très souvent, effectivement, les victimes, si on ne le sait pas, enfin si tout le monde, parce qu'on dit tout le monde le sait, c'est généralement dans un petit milieu. Si tout le monde le sait dans ce petit milieu et que ça ne se médiatise pas, c'est parce que les victimes ne veulent pas parler. Et effectivement, c'est essentiel de respecter le choix des victimes, ce que tous les journalistes ne font pas. Hein. Il arrive aussi d'avoir des affaires qui jettent au feu les victimes alors qu'elles refusaient d'en parler. Mais c'est important de respecter ça, et après de ne pas... ce qui arrive de temps en temps, c'est d'en vouloir après aux journalistes qui traitent a posteriori cette affaire, où on se dit, bah, en fait, ça fait 15 ans qu'on le sait, c'est seulement maintenant qu'ils le traitent. Oui, ok, mais en fait, le journaliste, il ne peut pas avancer seul. Il faut qu'il attende que les victimes soient prêtes pour pouvoir médiatiser une affaire, et seulement si elles le veulent, parce qu'il y en a plein qui ne le veulent pas. Ah, du coup, là, on est dans l'occasion justement de l'inverse, qui est de la non-médiatisation. Et donc, pour celles qui sont les plus reliées, les affaires dont on parle le plus, est-ce qu'il y a des critères qui font... qu'est-ce qui fait qu'une affaire, elle est relayée ou qu'elle fait grand bruit ? Pour tout ce que je disais avant, c'est-à-dire que l'article soit crédible et que la victime ne soit pas balancée toute seule dans la terrible arène qu'est parfois la société, les réseaux sociaux, j'ai tendance à dire que ce qui est le mieux, c'est d'avoir plusieurs victimes, pas une seule, parce que sinon on se retrouve avec du parole contre parole, ce qui n'est ni bon pour la victime, ni bon pour le média, ni bon pour le traitement judiciaire a posteriori. Donc d'avoir plusieurs victimes, si possible, mais c'est rarement le cas, d'en avoir au moins une qui parle avec son nom, parce que des fois ça arrive et ça permet d'apporter un peu plus de crédibilité aussi à l'article, et des faits qu'on peut facilement documenter, ou qui peuvent être documentables avec des preuves. Moi, je ne peux pas traiter une affaire si c'est juste une personne qui vient me dire « Bon, j'ai pas déposé plainte, j'ai pas de preuves, cette personne m'a violée là, je suis toute seule ». C'est quelque chose que je peux pas du tout traiter pour toutes les raisons que j'ai évoquées juste avant. Mais du coup, j'ai une question comme ça qui me vient, c'est... Du coup, toi qui reçois justement donc ce genre de paroles, ce genre de personnes qui viennent te chercher pour te confier des faits extrêmement compliqués, comment tu le gères ? Et puis comment tu gères aussi, toi, j'aimerais dire personnellement, émotionnellement, le fait de parler de ces affaires, parce que ça doit quand même abîmer le moral et la santé mentale sur le long terme. Disons que je vois une psy. Je vois une psy, et puis je suis bien entourée de ma rédaction pour en parler. Effectivement, ce qui est plus difficile, c'est la réception du témoignage, pas forcément l'écriture, mais c'est vraiment la réception, de récupérer d'abord la parole. Et des fois, effectivement, c'est des cas qui sont gravissimes et qui sont assez durs à gérer, mais
pour pouvoir traiter ces affaires-là, je pense qu'il faut beaucoup d'empathie. Si on n'a pas d'empathie, on ne peut pas traiter ces affaires-là parce qu'il faut, un, croire la victime, deux, lui donner assez de place pour exister dans un article et avoir un peu ce qui m'arrive des fois, d'avoir un peu d'être prise dans une affaire, d'être prise par la colère de la victime en disant bah oui, mais il faut médiatiser, et c'est généralement assez rassurant, mais ça a un impact. Mais j'ai eu une affaire que j'avais traitée qui était un peu difficile, où j'avais été un peu trop proche de la victime, ce qui est un vrai point dont je parlerai après. Et je m'étais mise à faire des cauchemars de l'agresseur qui rentrait chez moi. Ça m'est arrivé une fois, et c'est là où je me suis rendu compte que les limites avaient été dépassées. Et pour pouvoir me protéger, ce que je mets en place, c'est le vouvoiement, beaucoup. Les victimes peuvent me tutoyer si elles le veulent, ça me dérange pas du tout, mais moi je préfère garder le vouvoiement. Et ça, c'est déjà beaucoup. Je suis pas leur psy, donc il m'est déjà arrivé de dire à des victimes bah non, là, vous n'êtes pas prête pour médiatiser, parce que médiatiser, ça veut dire avoir le risque d'être reconnu, avoir le risque d'avoir son entourage qui demande des comptes, avoir le risque d'avoir un retour de flamme de l'agresseur, et là vous n'êtes pas prête, ou alors pour protéger les victimes, ça m'est déjà arrivé, voilà, de calmer un peu la machine médiatique, et voilà. Merci beaucoup. Parce que c'est aussi très intéressant d'avoir ce point de vue-là qu'on n'a pas forcément aussi, on va dire, de l'envers du décor. Une question là plus pour Lou et Pauline. Du coup, de votre point de vue, quelle violence reste un peu invisibilisée dans les médias quand on parle de toutes ces violences faites aux femmes ? Pour moi, déjà, ça va être tout ce qui est violence psychologique. Des violences parfois, celles qui ne laissent pas de bleu en fait. Je me souviens que Marine Perrin, qui est journaliste et qui est également vulgarisatrice, avait travaillé, je ne sais pas si elle l'a sorti déjà, son documentaire qui s'appelle Traqué, qui parle justement des... Il est disponible sur YouTube, je crois. Ouais, c'est ça, il est disponible sur YouTube. Qui parle justement des hommes qui mettent des traceurs sur le téléphone de leurs femmes, par exemple. Toutes ces violences-là, ces petites violences où on n'a plus de liberté. Personnellement, j'ai vécu des violences comme ça, où effectivement j'étais traquée, et c'est extrêmement violent, extrêmement stressant, puisque on n'a plus aucune intimité. Pour moi, c'est une des violences qui est le plus mal représentée. Franchement, je remercie énormément Marine pour avoir fait ce travail-là, mais vraiment, pour moi, c'est une des violences qui est le plus invisible. Aujourd'hui, on a tous des téléphones, et les traceurs, c'est tellement facile à installer à l'insu de la personne. On va dire que c'est pour le bien, c'est pour ça. Ça s'installe beaucoup entre femmes. Moi, je sais que je connais des adolescentes qui ont ça l'une pour l'autre, en particulier quand on rentre seul, pour lutter justement contre les agressions, parce qu'on oublie, l'agression au fond de la ruelle, elle existe quand même, mais souvent, c'est plutôt on se prend un coup de poing, on se fait voler son sac. Mais voilà, pour pas se faire agresser, pas se faire suivre par un homme. Mais c'est vrai que quand c'est des hommes qui l'installent sur les applications, les téléphones des femmes, c'est une violence qui est impossible à représenter, impossible à mesurer pour la victime. Et finalement, on est dans toutes ces questions. En tout cas, c'est une des formes que peut prendre le contrôle, en fait. Finalement, c'est un contrôle qui est insidieux. Toutes ces violences psychologiques, ça peut être aussi le contrôle du compte en banque, ça peut être le contrôle des déplacements, le contrôle de qui tu fréquentes, qui tu fréquentes pas. Ça peut se faire aussi par du chantage affectif, des colères. Enfin, ça peut prendre plein de formes différentes. Dans la série des violences qu'on ne voit pas, c'est du coup toutes celles qui ne vont pas être médiatisées sous l'angle des faits divers dans la presse régionale ni dans la presse nationale, parce que c'est pas assez sensationnel, et finalement ça va être les violences de tous les jours. Donc la travailleuse qui va en fait se faire régulièrement agresser par son patron, mais qui ne peut rien faire ou finir à la rue, les violences familiales au foyer. Et puis ça va être toutes celles qui vont viser des gens qui ne peuvent pas se défendre, qui peuvent moins se défendre, encore moins que la plupart des femmes. Il y a deux exemples qui me viennent immédiatement. Déjà, c'est les enfants. C'est-à-dire que l'enfant est dans une place qui est particulièrement vulnérable, c'est-à-dire qu'il dépend sous tout aspect de sa vie des adultes qui sont en fait les personnes qui vont venir exercer des violences à leur encontre. Donc ça peut être les parents, c'est souvent les parents, d'autres membres de la famille ou les professeurs, comme on a pu voir dans l'affaire Betaram. Et un autre exemple qui m'est beaucoup plus proche et que malheureusement je vois beaucoup trop quand je suis bénévole
quand je suis bénévole pour les permanences d'aide à la transition et d'accueil des personnes trans, c'est le cas des violences faites aux femmes trans. En fait, ce qu'on dit souvent entre nous, c'est que en tant que femme, on a peur d'être violée. Et en tant que femme trans, on a peur d'être violée, puis tuée. Parce que quand l'agresseur se rend compte, peu importe à quel moment du viol, qu'il a en face de lui une femme trans, par honte, par transphobie, va venir exercer d'autant plus de violence, encore en plus du viol, pour en fait effacer la femme trans, effacer cette abomination, l'abominable acte d'avoir transitionné. Et d'un côté, dans le traitement médiatique, c'est abominable parce que il n'y a pas longtemps, par exemple, on a eu un titre qui a été relayé dans la presse régionale, puis après dans la presse nationale sur ce qui avait été dans la presse régionale, c'était il viole une femme, puis se rend compte que c'est un homme travesti et le tabasse. Alors ça, c'était horrible, puisque vous voyez qu'une femme a été violée, puis tabassée. Et la presse justifie ça. Ah oui, mais c'était un homme travesti. Donc finalement, c'est presque marrant, c'est un peu sensationnel, c'est un fait divers qui peut prêter à sourire. On imagine un peu le beauf qui tente de violer une femme et haha, c'était un homme travesti. Haha. Et ben non, en fait, parce que le problème, c'est que chaque année, le 20 octobre, le soir où on pleure nos sœurs trans tombées, chaque année, c'est des milliers de noms de femmes anonymes, travailleuses du sexe, qui sont violées, puis tuées, dans l'anonymat le plus complet, enterrées sous leur dead name, donc c'est-à-dire leur nom donné à la naissance par leurs parents. Et c'est des violences qui sont absolument pas traitées par les médias, qui sont en fait même incomprises par la plupart des personnes qui ne sont pas directement concernées, parce que nos existences sont précarisées, parce que nous sommes isolés socialement, parce que beaucoup de gens ne savent pas que nous sommes trans, et parce que quand c'est le cas, finalement, les femmes trans seront toujours vues pas comme des victimes, mais comme des personnes qui l'ont bien cherché, qui seront mutilées, qui seront anonymisées, et tombées dans l'oubli, si ce n'est traînées dans la boue, dans la presse, comme c'était le cas malheureusement il y a quelques semaines. Oui, en plus avec la violence d'être mégenré jusque des fois dans la mort, donc du coup en utilisant le mauvais prénom, en disant c'était un homme au lieu de dire c'est une femme, c'est du coup une violence supplémentaire sur quelqu'un qui des fois a été violé et tué, et en plus même dans la mort elle est pas respectée. Donc on est à un niveau de violence incroyable. Et tu as aussi cité du coup les personnes travailleuses du sexe. Je pense que c'est aussi, en fait, finalement, c'est peut-être toutes les populations les plus marginalisées, les plus vulnérables dont on parle le moins. Donc les enfants parce qu'ils n'ont pas forcément la possibilité de parler, les travailleuses du sexe parce que donc là c'est une catégorie qui englobe les personnes qui vont travailler dans la pornographie, la prostitution, toutes les pratiques en fait qui vont être liées à la sexualité. Et où, des fois, on va même le justifier en se disant oui, mais bon, si elle est actrice porno, si elle est prostituée, est-ce qu'on peut vraiment la violer avec des choses comme ça? Et en disant ouais, mais en fait, même quand on travaille dans ces milieux, le consentement, ça reste normalement quelque chose de central. Du coup, je vois qu'il nous reste 10-15 minutes. Il y a 15 minutes de questions aussi, donc il nous reste 2 minutes avant les questions. Il nous reste 2 minutes? Vas-y, ouais. Si tu veux. Okay. Non, mais vas-y. Hein. Ok, bon, moi je me dis, ça peut être le moment de prendre un peu des questions dans la salle. Alors, déjà, en accord avec nos intervenantes, on veut que ce soit vraiment de vraies questions, que ces questions ne soient pas des remarques ni des commentaires, s'il vous plaît. Et on va essayer de prendre en priorité les questions qui viennent de femmes, parce qu'on est quand même sur un sujet qui nous touche particulièrement. Pour résumer, on dira, si vous êtes un homme cisgenre, peut-être baisser la main et laisser les autres lever la main avant. Je viens vous passer le micro. Merci beaucoup. J'avais une question parce que certes, j'entends qu'il y a des progrès légers, entendons-nous, dans le traitement des médias par rapport aux victimes, mais il y a encore beaucoup de choix de vocabulaire qui, personnellement, en tant que bénévole dans des associations d'aide aux victimes, hommes, femmes, trans tout le monde est représenté. Il y a des choix de vocabulaire assez
inadaptés qui ne changent pas, notamment dans les médias. On entend encore crime passionnel, on entend encore que les violences sexuelles, c'est des relations sexuelles. On perd la notion de domination. Et on en est venu à parler justement des populations plus fragilisées. Donc on n'a pas cité les handicapés, mais ils en font partie. Les enfants, par exemple. Donc dans les termes toujours inappropriés, il y a pédophile, pédocriminel. Il y a aussi beaucoup l'utilisation du langage de la relation sexuelle qui est utilisé pour définir des viols. Je pense par exemple à la fellation. Et le poids des mots est important. Quelle est votre position en tant que journaliste ou même vous autres par rapport à cette généralité des médias où là, les progrès sont vraiment quasiment invisibles? Merci. Alors, ma position, c'est que je fais attention aux termes que j'utilise, effectivement. Quand on parle, je pense que je vois à quoi vous faites référence quand vous parlez de relations sexuelles, c'est que dans les médias, on a tendance à dire relations sexuelles imposées. Si c'est bien ça à quoi vous pensez. Et alors pour fellation, effectivement, en fait, qui est très lié uniquement à l'acte sexuel et non pas au viol buccal, si on pouvait l'appeler, si on pouvait appeler un chat un chat. Disons que effectivement, on n'est pas toujours encore dans des médias assez mainstream. Tous n'ont pas encore le vocabulaire approprié, et je trouve que le terme de pédocriminel et non pédophile est très bien utilisé. Enfin, vous faites bien de le souligner. Mais il n'y a pas que les médias, effectivement, parce que dans la société en tant que telle, on a encore tendance à beaucoup parler de pédophilie et non pas de pédocriminalité. Moi, je sais que dans mon entourage, je corrige énormément les gens autour de moi, et je pense que c'est des termes qui, effectivement, arrivent au fur et à mesure à s'infuser dans les médias, mais comme je le disais tout à l'heure, il y a toute une génération de journalistes qui doit partir, peut-être, de plus vieux journalistes qui ne sont pas en phase avec ces termes-là, et là où les jeunes le sont un petit peu plus, en tout cas j'espère, et dans ceux que je côtoie, c'est le cas. Sachant que je vais juste faire un petit aparté sur pédophilie, pédocriminalité. La pédophilie, c'est une paraphilie qui est plus ou moins une maladie mentale, et que toutes les personnes qui ressentent des attraits pédophiles ne sont pas des pédocriminels, et la plupart se font accompagner psychologiquement, psychiatriquement, justement pour ne pas passer à l'acte. C'est un tabou assez important, mais c'est justement ça qui fait que c'est important de différencier les deux, parce que la plupart des gens ne passent pas à l'acte, même s'ils ont des idées pédophiles, ils vont pas passer à l'acte parce qu'ils savent que c'est mal. Un pédocriminel n'est pas forcément un pédophile, c'est quelqu'un qui veut exercer une emprise. C'est avant tout une emprise, c'est pas forcément du désir sexuel. Et pour finir sur le sujet, il y a la question du pourquoi qui va se faire. Pourquoi est-ce qu'on va parler de fellation? Pourquoi est-ce qu'on va parler pourquoi il va y avoir une minimisation, une euphémisation? Pourquoi est-ce qu'on va parler de crime passionnel? Mais parce que le traitement des violences sexuelles est un sujet politique. Et c'est-à-dire qu'il y a plusieurs manières d'aborder. Soit on le fait bien de manière féministe, c'est-à-dire en parlant de viol, en parlant de pédocriminalité, en arrêtant d'utiliser la voix passive. C'est pas une femme qui s'est fait violer, c'est un homme qui a violé une femme, dans cet ordre-là. Mais pour avoir conscience, pour utiliser ce vocabulaire, pour présenter les choses sous un fait, il faut réfléchir politiquement au sujet. Il n'y a pas de manière neutre de le présenter. Soit on le présente avec des euphémisations, soit on le présente tel qu'il est, c'est-à-dire des violences, une volonté de contrôle, une volonté de prise de pouvoir sur des femmes, sur des enfants, sur des personnes handies. Soit on ne le fait pas, mais on ne peut pas prétendre une neutralité politique, et beaucoup de journaux, notamment à droite, vont présenter ça sous un mauvais jour. Et en fait, c'est pour ça que Mediapart, par exemple, fait, à mon sens, un excellent traitement médiatique. C'est parce que c'est un journal de gauche qui n'a pas peur d'avoir des analyses féministes sur le traitement des violences sexuelles. Et un journal indépendant aussi, puisque les journaux sont aussi, ont aussi la chape souvent du groupe médiatique qui les chapeaute, quoi. Si je peux ajouter quelque chose par rapport aux terminologies qui sont utilisées, malheureusement, disons qu'on est très en lien avec l'aspect judiciaire aussi, quand on est journaliste, et quand il n'y a pas de plainte, qualifier des faits,
alors qu'il n'y a pas de procédure derrière, peut amener un risque de diffamation sur le journaliste, le ou la journaliste qui a traité l'affaire et le média. Donc il y a aussi le volet judiciaire qui a une importance quand on traite une affaire. Pour le coup, le terme de crime passionnel, j'ai l'impression qu'il est quand même beaucoup, beaucoup plus rare dans les médias. Enfin, moi, je ne l'ai plus vu depuis très longtemps et je lis assez, peut-être trop peu, la presse quotidienne régionale, en tout cas la parisienne, je ne la vois pas, ou la Dépêche, il me semble que ça fait longtemps qu'ils ne l'ont pas traité comme ça. Et voilà, donc le volet judiciaire a aussi un impact assez important sur les termes employés. Alors bonjour, moi j'aurais 2 questions. Une première, on s'est posé la question la semaine dernière avec une amie de la différence de traitement médiatique entre le procès Pellico, et le procès du chirurgien Le Skouarnek. Et on a vraiment l'impression d'avoir... Enfin, le procès Pellico, il a été extrêmement couvert. Donc peut-être un peu aussi... c'est sûr que c'est une ampleur... très importante, mais le Skouarnek, c'est quand même 300 victimes aussi, et on en a, j'ai l'impression d'en avoir très très peu entendu parler, beaucoup moins. Et une deuxième question, c'est j'ai l'impression que ce qui est couvert par les médias, même quand c'est très bien couvert, c'est les faits. Les faits d'une agression, les faits de viol et plusieurs témoignages pour un même prédateur, on va dire. Et quand j'en discute avec des hommes qui ne sont pas concernés tellement par le sujet, j'ai l'impression qu'il manque le volet, l'impact sur la vie des victimes. Et ça, c'est plutôt traité dans d'autres médias, comme des livres, comme le livre de Florence Porcel, comme le livre de Je suis une sur deux de Julia Foy, si je ne dis pas de bêtises, ou dans des BD comme Tant pis pour l'amour. Et sauf que ces médias-là, pour aller vers ces médias-là, il faut déjà être sensibilisé et le vouloir, et c'est pas des hommes non concernés qui vont y aller. Donc est-ce que l'impact sur la vie des victimes, l'impact psychologique, social, ne pourrait pas être plus traité aussi dans les médias pour aider à comprendre l'importance et la gravité de ce type de crime? Déjà, je vais répondre à la première. Moi, pour ma part, je suis totalement d'accord avec vous, puisque l'affaire du gynécologue, dont j'ai oublié le nom, et c'est tant pis pour lui, j'en ai quasiment pas entendu parler non plus, et tellement pas que je l'ai au fond de ma tête, mais alors là, je suis plus capable de me rappeler des raisons pour lesquelles... Il y avait eu dans les milieux féministes, justement, des écrits justement pour expliquer pourquoi il y a une différence de traitement médiatique, mais j'ai totalement oublié, tellement j'ai vu peu de choses passer dessus. Je sais pas si toi, t'en as entendu parler, Lou. J'en ai entendu parler par... nous toutes, qui du coup a quand même toute une partie de son activité qui va consister à dénoncer les violences spécifiques au milieu médical. Ouais, mais sinon, on n'en a presque pas entendu parler. Mais au-delà de ça, effectivement, non. Alors, la question du sensationnalisme qui a saisi l'affaire Pellico, qui s'est peut-être qui est rentré dans une boucle qui l'augmentait de plus en plus, peut-être que Jade aura plus de réponses. Sur la deuxième partie de ta question, tu demandais... Oula, j'ai oublié ce que j'allais dire. Pareil, moi, du coup, vu qu'on a répondu, c'était quoi déjà la deuxième partie de la question? Je revérifie juste le temps. On doit finir à -5, c'est ça? Oui, à peu près. Voilà, parce que du coup, je pense que oui. je pense qu'on n'aura pas le temps de prendre une autre question, sinon on va bloquer la table ronde suivante. Je peux juste rebondir sur l'affaire Le Skouarnek, Pellico, le traitement médiatique. Alors moi, je suis pas d'accord. je trouve que ça a été traité, mais ça dépend toujours quel média vous regardez, ou vous écoutez, ou vous lisez. Je sais que, surtout pour le Skouarnek, il y avait plusieurs journalistes judiciaires qui étaient dans les tribunaux et qui faisaient des chroniques judiciaires tous les jours, qui étaient publiées tous les jours sur France Info, par exemple. Alors, il y avait France Info, il y avait aussi Mediapart, et il y avait des journaux télé aussi. Et puis là, pour le coup, vu que c'est une affaire qui s'est
qui a été judiciarisé en Bretagne. Il y a pas mal de journaux locaux qui ont traité l'affaire en Bretagne, parce que pour le coup, en termes de sensationnalisme, on est plutôt sur des affaires qui sont assez équivalentes, entre guillemets, si je peux. Enfin, la comparaison est terrible, mais on a d'un côté une affaire de viol terrible avec, je sais plus, des dizaines et des dizaines d'agresseurs, et de l'autre, un violeur avec des dizaines de victimes. Les deux, et en plus, c'est des enfants, et en plus, c'est un médecin, et en plus, l'ordre des médecins a été remis en cause. Donc, le sensationnalisme, là, n'entre pas tant que ça en jeu. Peut-être que c'est plutôt une histoire de médias qu'on va lire, médias qu'on va regarder. Et effectivement, il y a un côté assez terrible. Juste avant, Pauline l'évoquait, la pédocriminalité est un tabou encore dans la société, et ça fait encore, c'est quelque chose qui crispe encore énormément. Et du coup, on a retrouvé la question. Oui, alors sur l'impact sur les victimes, pourquoi est-ce qu'il n'est pas traité? À mon sens, mon analyse, c'est que c'est toujours cette question politique du traitement des violences sexuelles. On va s'intéresser aux hommes. Il y aura beaucoup de journalistes et de chroniqueurs sur les chaînes que vous connaissez qui diront c'est un scandale, sa vie est finie, sa carrière est touchée, on ne le verra nulle part, et en fait on continue à le voir de partout. Oui, on se rappellera de M. Polanski qui a été condamné dans les années 70 et qui a fait je ne sais plus combien de films et a été invité à je ne sais plus combien de festivals, et accessoirement n'a jamais exercé sa peine puisqu'il a fui la justice. Le pauvre, il a eu sa carrière brisée. Ce qui marche aussi bien pour Luc Besson, Éric Zemmour ou PPDA. Mais l'idée, c'est que du coup, il y a vraiment cette orientation politique de on va s'intéresser à la limite à la vie des hommes, mais par contre, parler des conséquences terribles du viol et des violences sexuelles sur la vie des femmes, surtout pas. Parce que ça serait médiatiser un sujet qui est hautement féministe, qui est en fait le fait que le viol est une torture énorme qui détruit, pour le coup, vraiment proprement la vie des gens pour des années et des années à venir. J'ai pensé, là, c'était Florence Porcel qui était, je ne sais plus, récemment dans une commission, je crois qu'on peut le retrouver d'ailleurs sur son compte Instagram, où elle expliquait que elle, le fait d'avoir dénoncé PPDA, ça lui a surtout, ça lui a coûté énormément d'opportunités de carrière, en fait, parce que l'affaire était en cours, du coup, on voulait plus la reprendre dans des festivals, on voulait pas associer, les médias à leur image à une victime qui porte plainte, et donc en fait, ça a eu beaucoup de conséquences pour elle, peut-être moins pour son agresseur, malheureusement. Et je vois qu'il nous reste très très peu de temps, donc il nous reste plus de temps parce qu'on a une table ronde qui va arriver derrière. J'en suis désolée. Je remercie énormément. Alors, je vais juste faire un tout petit aparté, juste pour terminer, parce qu'on a parlé beaucoup de la voix des victimes. Quand on parle du fait de représenter la conséquence sur la vie des victimes et le ressenti psychologique, je pense que aussi, après c'est mon avis, c'est peut-être pas le rôle des journalistes de parler à leur place. Et je pense que c'est important justement qu'il y ait cet espace où les victimes peuvent écrire et publier des livres vraiment avec leur voix, leur vision des choses, qui ne sera pas celle qui a été dite dans le tribunal forcément, qui ne sera pas forcément ce qui a été écrit dans les médias, qui est vraiment leur voix, leur vécu. Et je pense qu'on ne peut pas leur voler ça. Donc, en un sens, c'est vrai que ça manque, mais en même temps, c'est pas le rôle des médias de masse de parler de ça. Il faut vraiment laisser les victimes écrire, si elles ont besoin d'écrire, faire des films. Moi, je pense à le film Les Chatouilles est très bien, regardez-le. Un dernier mot très très rapide en 20 secondes, s'il vous plaît. Oui, si vous êtes victime, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'un des 70 centres de planification du planning familial en France. Les conseillères conjugales et familiales sont là pour vous écouter en tout anonymat, gratuitement, et pour chercher avec vous des solutions, pour vous trouver de l'aide partout où vous en avez besoin. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher des plannings familiaux partout en France. Et pour les personnes qui n'ont pas pu poser leurs questions, je suis désolée, mais on pourra peut-être essayer d'en discuter tout à l'heure, en dehors de la salle, j'espère. Voilà. Et merci du coup à nos 3 intervenantes. Merci aussi du coup Jade, désolée, on n'a pas le temps pour un dernier mot de la fin, mais c'était vraiment hyper intéressant de vous avoir toutes les 3. Merci de nous avoir écoutés. Merci.